Merci Sophie. Alors, bonjour tout le monde. Et j'ai le privilège là, d'être la modératrice aujourd'hui. Puis, comme panéliste, nous avons Maître Marco Laverdière et la deuxième panéliste, c'est Dr. Sharon Johnston, qui a très gentiment accepté d'être la modératrice, la commentatrice pour aujourd'hui. Alors, je vais dire quelques mots sur nos panélistes. Alors, Maître Marco Laverdière est un membre du barreau du Québec depuis 1994. Il est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droits fondamentaux de l'Université de Nantes et il a également une maîtrise là, en droit de la santé de l'Université de Sherbrooke. Maître Laverdière est un chercheur associé à la chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé et au HPOD de l'Université de Montréal. Et il enseigne également au programme du deuxième cycle en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il n'est pas seulement un chercheur, il est également secrétaire et directeur général de l'Ordre des optométristes du Québec. Alors, c'est une personne qui est très occupée et on le remercie énormément de prendre le temps de venir faire la présentation aujourd'hui. Quelques mots maintenant sur Dr. Johnson. Elle est médecin de famille praticienne, chercheur, vice-présidente associée à la recherche et directrice scientifique de l'Institut du savoir de l'Hôpital Montfort et professeure adjointe au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Avant d'entamer sa carrière en médecine, Dr. Johnson a fait des études en droit à Cambridge et a obtenu son LLM de l'Université de Montréal. Donc, elle connaît les deux facettes là, de l'encadrement juridique, mais également le contexte médical. Dr. Johnson a toujours incorporé les soins virtuels dans sa pratique de médecine familiale. Puis en tant que clinicienne et chercheur, son travail est concentré sur l'amélioration des soins de santé primaire, le développement de meilleures méthodes de mesure et de rapports de performance à l'engagement numérique des patients. Elle dirige présentement le Réseau canadien d'information sur les cliniques de première ligne et développe la capacité des soins primaires à collaborer entre les différents cabinets indépendants ainsi qu'avec des partenaires cruciaux tels que les unités de santé publique, et ceci pour transformer les nouvelles possibilités d'approche numérique des patients en stratégie de promotion et de santé efficace, équitable et efficiente. Alors, tout ceci pour répondre aux besoins d'information des divers groupes des patients, mais incluant les minorités francophones. Alors, comme vous voyez, ce sont deux personnes qui sont extrêmement qualifiées et ce sera très intéressant d'entendre leurs présentations et leurs commentaires. Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 nous a propulsés dans le développement de soins virtuels, mais l'encadrement juridique tarde à être mis en place et reste dans certains secteurs certainement incertain au Canada. Alors, Maître Laverdière va, pendant sa présentation, identifier les principaux enjeux et proposer des solutions envisageables pour qu'il y ait un encadrement juridique qui se développe et qui serve le meilleur intérêt du public. Alors, Maître Laverdière, je vous cède maintenant la parole et ça va me faire plaisir de monitorer les questions qui vont être incluses dans le chat si vous voulez inclure vos questions dans le chat. Il y aura une période de questions suite à la présentation de Maître Laverdière et Dr. Johnson va avoir l'opportunité aussi de faire des commentaires. Alors, Maître Laverdière. Oui, alors bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin ou ce midi. Donc oui, alors c'est comme Sonia vient de l'indiquer, alors la pandémie a été certainement un phénomène accélérateur pour le déploiement de la télésanté. Là, moi, je m'intéresse à ça depuis une vingtaine d'années sous l'angle juridique, bien sûr, là, notamment en droit professionnel. Et j'explique ça à mes étudiants, ou enfin, j'aborde ça avec mes étudiants depuis une vingtaine d'années, mais disons qu'avant la pandémie, souvent, c'était plutôt très théorique et les gens voyaient ça un peu comme presque de la science-fiction, sauf peut-être pour des services qui étaient offerts dans certains milieux très spécialisés. Mais la pandémie a rendu ça plus concret. Puis même avec les optométristes, avant la pandémie, l'idée de faire des examens oculovisuels à distance, c'était plus ou moins
considéré comme étant futuriste, mais alors que maintenant, là, c'est quelque chose de très présent. Donc, et bien sûr, la question qui se pose, c'est comment on peut encadrer ça sur le plan juridique. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de voir ce qu'ont été les développements récents pour les soins virtuels au Québec et ailleurs au Canada. C'est sûr que ma perspective est un peu plus québécoise, mais quand même, là, j'aime bien jeter un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs au Canada. Donc, je vais essayer aussi, là, en autant que possible, de couvrir ça. On va essayer de voir ensuite quelles sont les possibilités, les limites des lois actuelles et de l'encadrement qui est envisagé, à tout le moins l'encadrement envisagé au Québec. Mais pour l'analyse des possibilités, des limites des lois actuelles, je pense que c'est une réalité assez bien partagée d'une province à l'autre. Et enfin, on va voir comment on pourrait peut-être mieux encadrer les soins virtuels sous différents angles. Là, on y reviendra. Il y a le droit professionnel, mais il y a aussi plus largement la question de l'intégration dans le système de santé. Alors, la télésanté avant la pandémie au Québec, et peut-être que Sharon pourra commenter ensuite pour ce qui est, mettons, de l'Ontario ou ailleurs au Canada, mais au Québec, disons que la télésanté avant la pandémie, c'était surtout une affaire de soins tertiaires, donc de ce qui se passait dans les établissements de deuxième et troisième ligne, les centres hospitaliers de deuxième et troisième ligne. Il y avait plusieurs projets qui étaient en développement depuis les années 2000 et c'était souvent pour desservir des régions éloignées, mais ce n'était pas quelque chose qu'on voyait en première ligne. Ça n'existait à peu près pas en première ligne. D'ailleurs, les services de première ligne, les services primaires, comme on les appelle, ou les soins primaires, comme on les appelle parfois, n'étaient tout simplement pas couverts par le régime public d'assurance maladie, ce qu'on appelle la RAMQ au Québec, là, OIP en Ontario et ainsi de suite ailleurs au Canada. Donc, ce n'était pas couvert par le régime public, donc ça n'existait à peu près pas donc en première ligne. Et l'encadrement juridique était parcellaire, j'y reviendrai dans quelques instants, à peu près pas opérant, quasi inopérant parce que, bon, c'est un encadrement juridique qui avait été fait au début des années 2000 et qui avait peu de pertinence finalement et qui n'était pas souvent mobilisé là, pour encadrer ou même orienter les services. Ça, c'est le secteur public. Le secteur privé était on pourrait dire en phasing in, si on veut, avant la pandémie. Donc, il y avait déjà des plateformes qui étaient en place. On peut penser à Maple, TIA, Teladoc et d'autres qui étaient pas très connues, mais quand même accessibles. Là. Généralement aussi, elles ont toujours la caractéristique d'être relativement user-friendly comparativement à ce qu'on retrouve parfois du côté du secteur public. Là. Je reviendrai ça aussi dans quelques instants. Ah, ici, vous avez un graphique, ça vient d'un rapport du vérificateur général du Québec là, qui a fait un bilan de l'expérience de la télésanté en contexte de pandémie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est justement pour 2020, quand vous regardez tout à fait à gauche du graphique pour janvier-février, ben, il n'y a aucune section en mauve, ce qui veut dire qu'il n'y en avait tout simplement pas de télésanté à ce moment-là. Et bien sûr, c'est à partir de mars 2020 qu'on voit les sections en mauve apparaître, on voit la télésanté apparaître. Et en fait, ce qui est notable, ça s'est vu au Québec, mais ça s'est vu un peu partout au Canada et même ailleurs dans le monde, c'est que l'une des premières décisions qui a été prise au tout début de la pandémie, en mars 2020, c'est généralement là où ça n'existait pas déjà, c'est généralement donc de couvrir les services de télésanté dans le cadre du régime public. Au Québec, là, le premier décret d'état d'urgence sanitaire là, adopté, le premier décret adopté suivant la loi sur la santé publique contenait donc une disposition à l'effet que la RAMQ, le régime public, donc devait couvrir les services médicaux rendus à distance. Donc, ça a été bien sûr le réflexe de tout le monde. Et après coup, donc, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Ça a fluctué durant la pandémie. À un certain moment, le ministère de la Santé au Québec a voulu resserrer un peu les règles là, pour ramener les patients et les médecins en présentiel parce qu'on comprenait bien que pour plusieurs types de services, là, on ne pouvait pas totalement miser sur la télésanté. Ça prend un examen physique à un certain moment là,
Évidemment, Sharon pourra mieux commenter ce volet-là sur le plan clinique, mais pour plusieurs disciplines, entre autres pour la médecine de famille, ben, évidemment, éventuellement, ça prend un examen physique. Donc, il y a eu une évolution des règles durant la pandémie, mais donc, ça a été vraiment majeur comme développement donc pour la télésanté pendant cette période-là. Et ce que le vérificateur général a souligné, c'est qu'il y avait une impréparation donc du ministère de la Santé au Québec. Là, quand vous voyez M3S, ben, c'est Ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, c'est l'acronyme courant pour le ministère au Québec. Donc, impréparation du ministère et du réseau de la santé à livrer donc les services en télésanté. On avait toutes sortes de projets depuis les années 2000, mais toutes sortes de projets éparpillés, encore une fois, souvent en deuxième et troisième ligne. Et on n'avait absolument rien de prévu, de disponible comme plateforme, comme mode opératoire pour livrer à la population des services de première ligne, des soins primaires en télésanté. Donc, ça s'est fait comment? Ben, ça s'est fait à 99 du temps au téléphone. Alors, ça a été ça l'expérience de la télésanté dans le contexte de la pandémie. Là. Oubliez même Zoom ou Teams ou même FaceTime ou Skype ou des trucs comme ça. Et on oublie aussi des plateformes plus évoluées, intégrées avec des dossiers numériques, tout ça. Donc, ça n'était absolument pas ça. Ça se faisait pour l'essentiel, donc au téléphone, pour plusieurs raisons. Ma conjointe est psychiatre et pour en avoir parlé avec elle, une des raisons principales, c'est souvent que on y reviendra tout à l'heure, la difficulté pour les patients de maîtriser les outils technologiques, pour les patients et aussi pour certains médecins, il faut le dire, ce n'est pas juste du côté des patients. Donc, proposer une visio, enfin, une consultation sur Zoom ou sur Teams avec pour des patients, ben, on pouvait le proposer, mais les chances que ça fonctionne là, étaient plutôt minces. Et finalement, tout le monde trouvait ça plus simple de faire ça au téléphone. Mais le téléphone, le vérificateur général l'a souligné, ben, ça ne permet pas de mettre à profit toutes les possibilités qu'on peut avoir ou que la télésanté par visioconférence peut permettre. Quand on veut voir, si on veut, l'état général du patient, son faciès, le body language, comme on dit. Donc, le téléphone ne permet pas ça. Donc, c'est quand même pas l'idéal et ça a été donc critiqué par le vérificateur général. Ben, sur les plateformes privées, pendant ce temps-là, je vous le disais, il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient. Il y a une multitude de plateformes qui existent. Là, c'est un très petit échantillon ici. Ça existait encore une fois avant la pandémie, mais la pandémie a été un boom là, pour leur développement. Et d'ailleurs, vous avez ici, ça c'est Santé Canada dans un rapport de juin 2021 qui faisait un peu le bilan de comment les choses ont évolué. En termes d'intégration, comment les différents acteurs de l'industrie se sont déployés finalement, puis comment il y a eu aussi des acquisitions, des intégrations là, par différentes entreprises. Alors, c'est assez complexe, mais on a vu là, beaucoup d'actions de ce point de vue-là, au niveau des affaires, si on veut, au niveau de la business, en quelque sorte, de la télésanté, de développement de ce côté-là au cours de la pandémie. Ce que je vais vous présenter au cours des 4 prochaines diapos, ben, ce sont les différents modèles qu'on a observés avec un groupe de recherche avec lequel je travaille à l'Université de Montréal, avec Aude Motulski. Entre autres, on a un projet là, qui évolue, je dirais, difficilement parce qu'on a de la difficulté à avoir accès à certaines données, mais on essaie de faire quand même un repérage des différentes solutions qui existent, au moins pour les soins primaires. Là, ça ne couvre pas les soins de deuxième ou troisième ligne. Alors, le premier modèle, ben, c'est le modèle, si on veut, le plus simple en quelque sorte, où on a un professionnel de la santé qui va utiliser un moyen technologique générique. Ça peut être le téléphone, mais ça peut être quelque chose comme Zoom Health, Teams ou d'autres plateformes qui sont accessibles à peu près à tout le monde, donc, et qui va donc offrir en téléconsultation des services à un patient qui va lui rémunérer, qui va payer le patient. Ça va se faire de façon distincte là, par un paiement
par la poste ou par virement Interact, enfin peu importe, par e-transfer, des trucs comme ça. Mais bref, ça se fait sur une base là, très peu intégrée en quelque sorte. Et ça, on voit ça notamment chez les psychologues, chez les diététistes, chez des professionnels, dans le fond, qui sont hors du régime public et qui peuvent, dans certains cas, fonctionner de cette façon-là. Et ça se voit encore aujourd'hui, parce qu'évidemment, la télésanté existe toujours aujourd'hui. Il y a des professionnels pour qui c'est toujours un moyen relativement utile et performant pour donner des services, même en contexte ordinaire, là, où il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de confinement ou de restrictions sur le plan là, des services en présentiel. Le deuxième modèle, qui est un modèle qui est à peu près l'équivalent du premier modèle, sauf que là, ici, on a un tiers payeur qui est soit un régime public, comme la RAMQ, OIP en Ontario ou d'autres régimes publics dans d'autres provinces ou territoires. Donc, qui va financer les services qui sont rendus, encore une fois, avec un moyen technologique générique, téléphone ou d'autres moyens, d'autres systèmes de visioconférence. Alors ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup au Québec durant la pandémie. Donc, la RAMQ finançait les services offerts par les médecins, par exemple. Et les services étaient offerts là, avec des moyens génériques, des moyens qui étaient choisis au cas par cas, là, selon les préférences des professionnels et des patients. Ça peut être aussi des modèles qu'on voit parfois qui peuvent être financés par un assureur privé ou un employeur. Dans certains cas, c'est plus rare dans ces cas-là. J'y reviendrai. Il y a un autre modèle qui est plus adapté ou qui est plus courant pour les assureurs ou les employeurs privés, mais ça pourrait aussi être un modèle comme celui-là. Les deux autres modèles font appel à ce qu'ici on désigne comme une plateforme intégrée de soins de santé, une plateforme donc qui intègre non seulement le volet visioconférence, mais aussi tout le volet transactionnel et qui permet à un patient d'aller sur la plateforme en question, qui peut être accessible par le web là, au départ, et de solliciter une consultation. Donc, c'est le patient qui peut être en demande de la consultation et il rentre donc sur une plateforme qui permet d'intégrer là, plusieurs volets, la visioconférence, le chat, la facturation s'il y a lieu. Alors, ça, c'est ce qu'ont déployé, ce qu'ont développé là, plusieurs entreprises privées, Maple, Teladoc et d'autres. Et les professionnels sur ces plateformes-là, j'y reviendrai dans quelques instants, mais ils ont généralement un statut de travailleurs autonomes. Ils ne sont pas vraiment des salariés des plateformes en question. Donc, ils utilisent ces services-là qui sont mis à leur disposition par les entreprises en question, un peu comme ils utiliseraient des locaux qui seraient mis à leur disposition pour rendre des services à leurs patients. Et là, on ne connaît pas ce qu'on a de la difficulté à comprendre, c'est quels sont les liens entre le professionnel et les entreprises en question en termes de partage de revenus puis d'obligations de part et d'autre. Là, ça, c'est pas si clair. On essaie d'approfondir ça. Et dans ce cas-là, donc, on a le patient qui va rémunérer le professionnel et ou la plateforme pour les services qui ont été obtenus. Dans cette dernière diapo-là, on a à peu près le même format, la même formule avec une plateforme intégrée de soins de santé, mais on a un tiers payeur qui est soit un régime public ou privé. Et ça, pour les régimes publics, bien, durant la pandémie, on a vu certaines provinces de mémoire, je pense que c'était le cas de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, entre autres, qui remboursaient, qui faisaient en sorte que les services offerts sur Maple, par exemple, ou sur TIA, encore une fois, je le dis de mémoire, là, étaient couverts par le régime public. Ça, on ne voyait pas ça au Québec, mais on a vu ça dans d'autres provinces. Donc, les patients pouvaient aller sur Maple pour obtenir une consultation et c'était couvert par le régime public. Alors, ça, c'est quelque chose qui a existé dans certaines provinces. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, souvent avec des assureurs privés ou des employeurs privés, donc des assurances collectives là, pour les employés dans certaines entreprises. Dialogue, qui est une entreprise du Québec, là, est assez active de ce côté-là avec des assurances collectives là, finalement, qui sont offertes dans plusieurs entreprises. Et il y a même une forme de régularisation de ces services-là au Québec. Là, il y a un règlement qui a été adopté il y a presque un an. Là, ça aussi, j'y reviendrai dans quelques instants. Donc,
Donc, le portrait, si on veut, là, de façon schématique des services de santé depuis la pandémie, des services de télésanté depuis la pandémie, tel qu'on a pu le repérer là, au niveau des soins primaires, bien, ça ressemble beaucoup à ça. Je vous parlais de ce qui se passe sur les plateformes privées. C'est bien d'aller voir, là, comme juriste, on est toujours intéressé à ça, là, même si ce n'est pas toujours une lecture très agréable, mais ce qu'on appelle le legalese, donc les terms of use qu'on retrouve sur les plateformes. Ici, vous en avez pour Teladoc et ça donne bien l'indication que Teladoc est indépendant des prestataires de soins de santé et n'est pas responsable des actes ou omissions de ces prestataires-là. Donc, c'est une relation particulière où finalement les professionnels sont généralement, encore une fois, des travailleurs autonomes qui vont avoir une relation d'affaires avec Teladoc où Teladoc doit mettre à leur disposition une plateforme technologique, une plateforme de facturation probablement aussi, mais les services de santé ne sont pas offerts techniquement ou juridiquement par l'entreprise en question. Ils sont offerts par le professionnel et c'est lui qui est totalement responsable donc des services en question. On dit même que Teladoc ne s'engage pas à exercer la médecine. Il ne s'engage pas non plus à exercer la profession de psychologue ou d'une toute autre profession. Donc, ça semble être ça pour l'essentiel, donc le modèle prévalent sur les plateformes en question. Encore une fois, on a de la difficulté à aller en arrière du décor, behind the scene, comme on dit, là, pour aller voir quelles sont les relations au plan contractuel entre les uns et les autres, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans les conditions d'utilisation, les terms of use, comme on dit, ici vous avez celle de Maple, c'est que ils vont reconnaître que chaque province et territoire peut établir ses propres règles concernant la pratique de la télésanté et que finalement, il se peut que si vous êtes résident, par exemple, du Québec et que vous allez sur Maple pour obtenir des services médicaux, bien, que vous obteniez des services médicaux d'un médecin qui n'est pas autorisé à pratiquer au Québec, qui n'a pas de permis d'exercice au Québec, donc qui a un permis d'exercice ailleurs au Canada. Si c'est selon les règles qui sont en vigueur ou telles qu'elles sont comprises, en tout cas, au Québec. Donc, l'idée là, que les médecins je parle des médecins, mais c'est vrai aussi pour les autres professionnels qui sont sur les plateformes en question, devraient avoir un permis d'exercice à l'endroit où se trouve le patient. Ce n'est pas du tout ça là, qui est encore qui est proposé sur les plateformes en question. On garantit finalement que le professionnel aura au moins un permis d'exercice quelque part au Canada, mais pas plus finalement. Donc, ça aussi, ça fait partie si on veut, de l'incertitude qu'on a en ce moment. Enfin, ça fait partie c'est une conséquence de l'incertitude qu'on a sur le plan juridique quant aux règles applicables. Je fais un contraste ici avec la situation, par exemple, de Amazon Pharmacy aux États-Unis. La situation est assez différente aux États-Unis. Généralement, l'idée qu'il faut avoir un permis d'exercice là où se trouve le patient, elle est plus répandue et plus communément acceptée aux États-Unis, à ce point que Amazon Pharmacy, quand ils ont lancé leur service quelque part autour de 2020-2021, bien, ils ont assuré que les pharmaciens sur ces plateformes-là auraient un permis d'exercice à chaque endroit, dans chaque État où les services d'Amazon Pharmacy sont disponibles. Donc, bizarrement, la situation au plan du droit professionnel, de la réglementation professionnelle, aux États-Unis, elle n'est pas tellement différente de la situation canadienne parce que là-bas aussi, c'est les États qui sont responsables de la réglementation professionnelle. Ce n'est pas une responsabilité fédérale, sauf qu'on a plus rapidement et généralement plus largement accepté l'idée que le permis d'exercice devait être obtenu ou devait être en vigueur, si on veut, à l'endroit où se trouve le patient. Je vous parlais tout à l'heure de l'encadrement de la télésanté depuis les années 2000, donc avant la pandémie. On avait dans la loi sur les services de santé et les services sociaux au Québec des dispositions sur la télésanté qui disaient bon, un certain nombre de choses, mais encore une fois, ça n'a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup orienté le développement de ces services-là et ça n'a pas beaucoup été utile finalement pour, comment dire, là,
développer un encadrement plus costaud, plus intéressant, si on veut, sur la télésanté. Et la définition qu'on avait était tellement vaste que finalement, on pouvait y mettre à peu près n'importe quoi, des activités éducatives, de diagnostic, de traitement, de recherche, de gestion, de formation. C'était à ce point vaste finalement que ça perdait un peu son sens et que ça ne voulait pas. Enfin, c'était difficile de bien saisir comment on pouvait s'appuyer là-dessus pour développer après coup un encadrement plus robuste. Les choses ont changé depuis la fin de la pandémie parce que, bon, d'abord, on avait la décision de couvrir les soins de télésanté, les soins médicaux en fait, la télémédecine par le régime public. Durant la pandémie, c'était une décision temporaire. C'est une décision qui ne valait que pendant l'état d'urgence sanitaire. Quand on a mis fin à l'état d'urgence sanitaire, il fallait trouver une façon de rendre ça plus permanent. Donc, au Québec, il y a eu le projet de loi 11 qui a été adopté en 2022, qui n'est toujours pas en vigueur. Et qui vient prévoir un nouvel encadrement, là, j'y reviens dans quelques instants, avec aussi un projet de règlement qui a été présenté en septembre 2022, qui n'est toujours pas en vigueur non plus. Et parallèlement, puis là, c'est un peu la confusion au Québec là-dessus, là, les choses vont probablement un peu trop vite. Et à Québec, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à se retrouver à travers tous les projets de loi, mais on a aussi le projet de loi 15, qui est une réforme majeure du réseau de la santé au Québec, là, un projet de loi de 1000 articles, là, donc c'est très costaud. Et ça reprend aussi des dispositions sur la télésanté, donc on ne sait pas à la fin qu'est-ce que ça va être comme résultat final. Le projet de loi 15 n'est pas adopté encore, il est en commission parlementaire présentement. Mais ce qu'on sait là, avec ce qui a été présenté et comme projet, c'est qu'on va dire au secteur public qu'il n'y a pas de service de télésanté, sauf si c'est spécifiquement autorisé par règlement. Donc, c'est une approche plutôt restrictive. On dit on n'a pas le droit de donner des services de télésanté à moins qu'un règlement le permette. Alors là, bien sûr, il faut aller voir si le règlement est une application assez large. On prévoit le droit au service en présence pour les patients, pour les usagers. Donc, on prévoit que le patient n'est pas tenu d'accepter une offre de service en télésanté. Il peut exiger que les services lui soient rendus en présence. Évidemment, là, il y a une clause de limitation en fonction des ressources disponibles, mais donc l'essentiel du droit qui est prévu pour les patients, c'est le droit au service en présence. Moi, personnellement, je trouvais que ça aurait peut-être dû être le droit de participer à la décision quant à l'offre de service parce que les patients peuvent très bien, dans certains cas, souhaiter avoir les services en présence, comme ils peuvent, dans d'autres cas, souhaiter avoir des services en télésanté, entre autres pour les patients dans les régions éloignées qui ont des distances importantes à parcourir. Et il y a des études c'est encore préliminaire, mais des études qui suggèrent que dans certains cas, pour les populations rurales, les services en télésanté sont favorables à l'observation du traitement puis au suivi du traitement là, sur le plus long terme. On interdit le téléphone pour la première consultation, donc on veut qu'il y ait d'abord une prise en charge en présentiel avant d'aller vers la télésanté. Mais là, c'est un peu particulier parce qu'on n'interdit pas les premières consultations par texto ou par courriel. Puis c'est pas c'est pas, comment dire, j'invente rien parce que sur certaines plateformes, il y a des services qui ont été rendus par texto ou par courriel. Là, j'y reviendrai dans quelques instants. Et sur le volet interjuridictionnel ou interprovincial, ben, on ne parle que des services rendus et obtenus au Québec seulement, sauf pour des non-résidents qui seraient de passage au Québec. Là, ça, c'est un peu plus technique. Là, je ne vais pas vous entraîner là-dedans. Donc, on ne règle pas la question des services rendus sur une base interprovinciale. Pour le secteur privé, bien, ça reste le statu quo. Tout est permis, sauf ce qui est contraire à la réglementation professionnelle ou à la déontologie. Et on a même eu une modification dans un règlement qui a été adopté en décembre 2022 qui prévoit, c'est un peu d'ailleurs une brèche dans ce qu'on a au Canada en général sur si on veut, l'architecture de la protection du système public. On permet la pratique médicale mixte en télésanté. Donc, on permet à des médecins qui sont dans le régime public de pouvoir également pratiquer en télésanté
pour le secteur privé avec une assurance privée duplicative, donc financée par l'assurance privée. Donc, on permet l'assurance privée duplicative et la pratique mixte. C'est une brèche qui est assez préoccupante là, pour en fait, pour la protection du système public. Là, si ça devait s'élargir, ça pourrait devenir plus préoccupant. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment pour le secteur privé. L'encadrement maintenant par les ordres professionnels, les colleges, les boards, c'est qu'on voit présentement qu'il y a beaucoup de guides, de lignes directrices, de recommandations, mais sauf exception, il n'y a pas vraiment d'encadrement ferme sur le plan législatif et réglementaire ou réglementaire sur la question de la télésanté. La jurisprudence, elle est encore très parcellaire. Là. Au Québec, on n'a pas grand-chose. En tout cas, je regardais à quelques reprises ailleurs au Canada, je n'ai pas vu non plus le temps de jurisprudence que ça. Et c'est beaucoup le volet interjuridictionnel ou interprovincial ou même international, si on veut, là, qui est préoccupant parce on arrive mal à répondre à la question de savoir où faut-il détenir le permis d'exercice. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, on a au Québec, il y a eu des travaux qui ont été faits, des travaux, si on veut, d'analyse préliminaire et ma collègue du Conseil interprofessionnel du Québec, Julie Degongre, elle est en ligne, sauf erreur, là, je la salue. Alors, on a travaillé donc avec le Conseil interprofessionnel au Québec sur des principes clés pour encadrer ce qu'on appelle la télépratique. On l'a abordé plus largement au niveau de la pratique là, des professionnels dans toutes les disciplines, y compris à l'extérieur du domaine de la santé. Et il y a 7 principes clés qui ont été retenus, qui ont été proposés là, pour orienter un peu l'encadrement de ces pratiques-là. Donc, on parle de l'information qui doit être transmise aux patients là, sur les avantages et désavantages de la pratique des services à distance. Du respect des normes, les normes applicables à l'endroit où se trouve le patient ou le client, de la compétence que doivent avoir les professionnels pour maîtriser les activités de technologie, les outils technologiques, de la qualité des services qui ne doit pas être compromise par l'offre de services en télésanté, de l'accessibilité qui ne doit pas non plus être compromise. Là, la télésanté ne doit pas être utilisée pour réduire l'accessibilité aux soins, aux services en présentiel. Ça doit plutôt favoriser une plus grande accessibilité. Les recours qui devraient être accessibles à l'endroit où se trouvent les clients ou les patients. Et la collaboration entre les autorités réglementaires pour justement mieux encadrer la télépratique interjuridictionnelle, interprovinciale. Je fais un petit détour par aussi un constat de l'expérience de la pandémie. Là, j'ai eu l'occasion l'an passé là, de collaborer à une initiative chez les notaires sur la transition numérique là, pour le notariat au Québec. Et dans un document intéressant là, sur cette question-là, on identifiait les fractures qu'on retrouve dans la société, la fracture primaire, secondaire et la fracture grise sur la question de l'accessibilité aux outils technologiques. Alors, la fracture primaire, c'est l'absence d'accès au matériel ou aux nouvelles technologies d'information et des communications. Il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas simplement pas accès à ces outils-là pour plein de raisons. La fracture secondaire sont les gens qui ont accès à ces outils-là, mais qui sont capables de les maîtriser pour leur usage personnel, pour des fins de divertissement. Par exemple, ils ont un téléphone intelligent ou un ordinateur, mais ils sont à l'aise de l'utiliser là, pour leurs besoins immédiats, si on veut, personnel de divertissement ou de communication avec leurs proches, mais pas pour d'autres finalités, comme par exemple pour l'obtention de services de télésanté. Et la fracture grise, qui est un autre volet, si on veut, de la fracture. Donc, en fonction de l'âge, on dit souvent que les personnes âgées sont moins à l'aise avec les nouvelles technologies. C'est sans doute vrai, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi, évidemment, le niveau d'éducation, le revenu, le lieu géographique là, qui entre en ligne de compte. Donc, évidemment, ça fait partie des préoccupations qu'on doit avoir quand on déploie les services de télésanté. Et je fais un petit commentaire rapide là-dessus, ce n'est pas l'essentiel de mon propos. C'est qu'au niveau des ordres professionnels, souvent, on est très bon pour exiger la totale en termes de sécurité au plan technologique. Là, on sent souvent qu'on porte ce fardeau-là de devoir assurer une sécurité totale. Donc, on va exiger
des outils spécialisés qui ne sont pas toujours nécessairement accessibles au grand public. Et la question se pose, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une approche plus ouverte pour des applications grand public comme FaceTime, Skype, WhatsApp, par exemple? Parce que souvent, ces outils-là ont un niveau d'encryption, de chiffrement de bout en bout, ce qui fait que ce sont quand même des applications qui ont un niveau de sécurité qui est appréciable. C'est peut-être pas le niveau de sécurité ultime, mais c'est quand même un niveau de sécurité généralement jugé suffisant pour bien d'autres finalités. Et c'est souvent aussi des outils avec lesquels les patients sont à l'aise en fait, qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour communiquer avec leurs proches. Et on voit même ça chez les personnes âgées qui ont l'habitude de communiquer, par exemple, avec FaceTime ou Skype ou autre application du genre avec leurs proches. Donc, offrir des téléconsultations médicales avec ces outils-là, c'est peut-être une façon de réduire un peu la fracture au niveau de l'accessibilité, de réduire, si on veut, le déficit d'accessibilité. Je vous parlais tout à l'heure de consultations texto qui se sont faites enfin, ça s'est même fait avant la pandémie. On a 2 décisions disciplinaires au Québec, dont des décisions rendues par le Conseil de discipline du Collège des médecins, rendues donc en 2020. Alors, on avait un cas où un médecin avait prescrit du Concerta, une drogue contrôlée, après une consultation texto de plus ou moins 20 minutes sur Maple. Alors, une consultation texto, là, même pas au téléphone. Alors, on a vu ça sur ces plateformes-là. Un autre cas concerne un médecin du Québec qui était en consultation texto avec un patient de Toronto qui est mort le lendemain de la consultation d'une insuffisance rénale sévère liée à une pancréatite aiguë nécrosante. Je ne vais pas vous commenter sur le volet clinique, ce n'est pas mon propos. Parce qu'il n'avait pas été référé immédiatement pour un examen physique. Là, il aurait dû être référé dès lors là, pour un examen physique. Et tout ça, c'est fait par texto. Alors, évidemment, les médecins ont été déclarés coupables d'une infraction disciplinaire, ont été sanctionnés aussi. Mais ça illustre ce que ça peut être aussi la télésanté quand c'est mal encadré sur différents plans. Et quand finalement, ce sont des plateformes privées qui définissent le mode de prestation de service. Alors, pour les autres professionnels, les questions qui se posent, et pour les professionnels et pour le public aussi jusqu'à un certain point, c'est où faut-il détenir un permis quand on offre des services en télépratique? Alors, si on est dans la province A, comme professionnel, comme médecin, par exemple, et qu'on offre des soins virtuels à un patient dans la province B, faut-il avoir un permis dans la province A et ou dans la province B? Alors, ça, c'est la grande question qui se pose. Et évidemment, ça vient aussi avec de savoir à quelles règles on va être assujetti. Est-ce que ce sont les règles de la province A, celles de la province B ou les deux provinces en même temps? L'autre question qui se pose au niveau de la réglementation professionnelle, quand on a affaire à des gens qui ne sont pas des professionnels, qui peuvent être par exemple des entreprises ou même des charlatans, là, comme on le décrit parfois, qui offrent des services de santé en ligne, donc sans avoir aucun permis d'exercice, qui pourrait être responsable de faire les enquêtes et éventuellement de faire les poursuites en exercice illégal de la médecine, par exemple, si ça correspond à de l'exercice illégal de la médecine. Donc, les mêmes questions se posent à savoir quelle autorité réglementaire aurait compétence dans ces cas-là. Il y a 2 principes, en fait, qui nous permettent d'avoir un début de réponse à ces questions-là. Et le premier, c'est que la compétence des ordres professionnels, le Collège des médecins au Québec, par exemple, ou le CPSO en Ontario, College of Physicians and Surgeons en Ontario, concernant leurs membres, ben, c'est une compétence personnelle, peu importe où ils sont. Donc, la juridiction, si on veut, de ces organismes réglementaires-là, elle n'est pas territoriale, elle est basée donc sur un lien personnel avec le professionnel qui est membre du college. Et ça fait en sorte que le college peut intervenir même si le professionnel est à l'extérieur de la province et pose des actes qui seraient contraires à ses obligations. Alors ça nous est venu, ça vient de la jurisprudence, là, ça a été développé au niveau jurisprudentiel.
Et on a des traces de ça, donc, dans cet arrêt-là de la Cour suprême du Canada en 1989, donc, qui concernait le barreau albertain, Law Society of Alberta, et où la Cour suprême a dit que le barreau peut définir les normes d'éthique appropriées pour ses membres et leur imposer des mesures disciplinaires sans égard à leur lieu de résidence. Alors, ça vient donc illustrer que la question de la territorialité n'est pas importante de ce point de vue-là. Au Québec, on a eu la Cour d'appel qui s'est prononcée aussi là-dessus en 1995 concernant un médecin là, qui était à l'extérieur du pays, qui était à Haïti, là, si je me rappelle bien, au moment où il posait des actes qu'on lui reprochait. Et la Cour d'appel donc a conclu que son analyse de la jurisprudence lui permettait de déterminer que la compétence des corporations professionnelles à l'endroit de leurs membres, elle est de nature personnelle et s'étend donc aux actes sans égard au lieu où ils ont été posés. En Alberta, plus récemment, la Cour d'appel d'Alberta a aussi reconnu le même principe là, dans un dossier qui concerne des comptables professionnels agréés. Et ça reste aussi, bien sûr, de la réglementation professionnelle, même si ce n'est pas dans le domaine de la santé, ça reste quand même là, le même principe qui s'applique de ce point de vue-là. Donc, premier principe, compétence des ordres sur leurs membres, indépendamment du territoire, du lieu où ils se trouvent, à partir du moment où ils sont membres du collège de l'ordre, l'ordre a compétence, juridiction sur eux. Le deuxième principe concerne la compétence des ordres sur les fournisseurs non professionnels, donc une compétence sur les questions d'exercice illégal ou ce qu'on appelle l'usurpation de titre là, au Québec, donc l'utilisation illégale d'un titre. Dans ce cas, puisque c'est du droit pénal qui est en cause, là, c'est la compétence territoriale. Donc là, on va s'intéresser à savoir, à savoir où l'acte a-t-il été posé. Parce qu'on dit de ce point de vue-là que la législation provinciale en matière pénale n'a généralement pas de portée extraterritoriale, à moins qu'il y ait un lien suffisant. J'y reviens aussi dans quelques instants. Alors, on a eu au Canada, dans les 10 dernières années, deux dossiers intéressants de ce point de vue-là. L'un au Québec, l'un en Ontario. Et dans les deux cas, ça concerne la même entreprise. Finalement, là, c'est Coastal Contacts ou Essilor. En fait, c'est la même entreprise. Essilor a acquis Coastal Contacts. Et ça concerne la vente de lentilles ophtalmiques en ligne, la vente de lunettes de prescription en ligne. Alors, l'entreprise en question était située, il est toujours situé en Colombie-Britannique. Et l'Ordre des optométristes du Québec et celui de l'Ontario ont voulu faire appliquer les lois du Québec et de l'Ontario aux activités de l'entreprise en question lorsqu'ils rendent des services ou vendent des produits à des résidents du Québec ou de l'Ontario. Et dans les deux cas, la Cour d'appel au Québec et en Ontario a conclu que non, c'est le lieu où l'entreprise en question est située qui est déterminant, donc le lieu où l'acte de vente des lentilles ophtalmiques ou des lunettes ophtalmiques en question est réalisé, qui est déterminant et qui va donc, c'est à ce lieu-là, à l'endroit où se trouve l'entreprise en question, qu'on doit rechercher les règles applicables. Autrement dit, il n'y a que les règles de la Colombie-Britannique qui s'appliquent aux activités de l'entreprise en question, même si les clients ou les patients ou les consommateurs sont situés au Québec et en Ontario. Alors, donc, c'est un principe, une illustration du principe de territorialité. Une autre illustration de ça, ça concerne l'Ontario, donc un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario de 2013. Ça concerne une entreprise qui vendait des médicaments à distance, Global Pharmacy. Et là, c'est une histoire assez complexe. Il y avait un centre de prise de commande à Mississauga, en Ontario. Les clients étaient des Américains. Les Américains, là, ils ont toujours eu un intérêt à l'égard des pharmacies canadiennes parce que les produits sont généralement moins chers qu'aux États-Unis. Donc, les clients étaient des Américains, les produits et les propriétaires d'entreprises étaient en Inde et en Russie. Donc, c'est un système, un scénario assez complexe.
Et la Cour d'appel a conclu ici que les lois ontariennes, alors il y a eu une poursuite donc de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario, et la Cour d'appel a conclu donc que les lois ontariennes pouvaient s'appliquer à cette situation-là, même si les clients étaient aux États-Unis et que les propriétaires étaient ailleurs dans le monde, parce qu'il y avait des actes liés à la vente des médicaments qui étaient posés en Ontario, donc le fameux centre de commande qui était situé à Mississauga, en Ontario. Donc, ça illustre encore une fois le principe de territorialité sur ces enjeux-là. Et ça peut conduire même à l'idée que la législation et la réglementation d'une province qui encadre les professionnels de la santé peut, dans certains cas, protéger non seulement le public de la province en question, mais aussi le public qui est situé à l'extérieur de la province si les actes sont posés à l'intérieur de la province, là, au chapitre enfin, pour le volet exercice illégal, à tout le moins. Donc, c'est la territorialité qui l'emporte là-dessus, à moins qu'il y ait, là, pour revenir qu'il y ait un lien suffisant avec la province qui a légiféré. Et là, je vous donne ici les critères qui ont été développés par la Cour suprême sur la question du lien suffisant. Vous avez ces 4 critères-là, donc il n'y a pas d'application extraterritoriale, à moins qu'il y ait un lien suffisant. Ben, le lien suffisant, c'est le rapport qui existe entre, disons, la province qui a légiféré, l'objet du texte de loi et l'individu ou l'entité qu'on cherche à assujettir. Il faut tenir compte de certaines exigences d'ordre et d'équité et il faut une application souple en fonction de l'objet de la loi. Alors, je vous raconte tout ça juste pour vous dire qu'on ne sait pas très bien, en fait, on sait ce que ça veut dire pour la vente de médicaments, on sait ce que ça veut dire pour la vente de lentilles ophtalmiques, ces règles-là, parce que les tribunaux se sont prononcés, mais on ne sait pas vraiment très bien ce que ça pourrait vouloir dire s'il y avait un litige, une poursuite sur une question qui concerne une consultation médicale, où il n'y a pas de vente de produits qui est en cause, ou une consultation d'un psychologue, par exemple, ou d'une diététiste. Comment on ferait appliquer, entre autres, la question du principe de territorialité, s'il y avait de l'exercice illégal, par exemple, ou si c'était considéré comme de l'exercice illégal, comment on ferait jouer ces principes-là en fonction donc du principe de territorialité, mais aussi de la possibilité qu'avec un lien suffisant, on puisse avoir une portée extraterritoriale. Alors, moi, si on veut, ma réflexion là-dessus, c'est que je ne suis pas certain que les tribunaux que la question est définitivement réglée par les tribunaux. Je pense qu'il faut attendre soit que les tribunaux vont se prononcer sur les lois actuelles éventuellement dans des situations qui concernent des consultations médicales régulières, si on veut, là, sans qu'il y ait une vente de produits, ou soit que les lois vont être modifiées éventuellement pour changer les règles, préciser les règles applicables. Et ça va nous donner donc d'autres indications sur comment tout ça devrait être géré. Bref, en fonction de ces principes-là, si je reviens aux questions à savoir où faut-il détenir un permis pour un professionnel qui, dans la province A, qui rend des soins dans la province B. Alors, pour la province A, on est assez certain que le professionnel devrait avoir un permis dans la province A, suivant les principes qu'on vient de voir, en tout cas. Pour la province B, c'est moins certain, hein, parce que c'est le principe, a priori, c'est le principe de territorialité qui va déterminer où il faut avoir un permis, parce que c'est une question donc d'exercice illégal ou pas. C'est comme ça qu'il faut l'aborder, en fait, suivant les principes qu'on vient d'identifier. Dans le deuxième scénario, quelle province aurait compétence pour un recours en exercice illégal si on avait, par exemple, un fournisseur qui n'est pas un médecin qui rend des services médicaux à un patient qui se trouve dans la province B? Bien, la province A aurait sans doute compétence parce que c'est la territorialité, encore une fois, qui serait en cause ici. Et la province B, ben, c'est moins certain, là, parce que si c'est la territorialité qui est le principe, ben, ça ouvre moins la porte, à moins, encore une fois, qu'il y ait un lien suffisant permettant à la province B d'agir. Dernier cas de figure, si on a un professionnel qui détient à la fois un permis dans la province A et dans la province B, et qui, à l'occasion d'une consultation en télésanté, se trouve dans la province A, alors que le patient dans la province B, bien là, compte tenu du fait que les ordres professionnels ont une compétence personnelle à l'égard des professionnels,
la province A et la province B auraient juridiction, auraient compétence, indépendamment du lieu où se trouve le professionnel. Cette situation-là, elle peut se produire à l'occasion. Quand les professionnels ont l'habitude de faire de la télésanté interprovinciale, ils peuvent décider que c'est préférable d'avoir un permis d'exercice dans l'une et l'autre des provinces. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme on l'a vu tout à l'heure avec les conditions que Maple affiche, entre autres. Dans certains cas, les professionnels ont un permis dans une seule province et rendent des services en télésanté à travers tout le Canada sans avoir un permis dans chacune des provinces où se trouvent leurs patients. La réalité, si on regarde ce que les ordres professionnels disent sur la question de savoir où faut-il détenir un permis, elle est en ce moment très éclatée, en fait, là, très incertaine. Alors, vous avez ici, pour 3 provinces au Canada, Ontario, Québec, Alberta, les réponses qui sont actuellement données par les ordres professionnels. L'ordre de l'Ontario, le CPSO, dit pas besoin de permis en Ontario pour rendre des services à un résident ontarien. Un permis dans la juridiction du médecin est suffisant. Donc, un médecin qui serait au Manitoba, par exemple, qui a un permis d'exercice au Manitoba, peut rendre des services à un résident ontarien sans avoir un permis en Ontario. Ça semble être la position du CPSO présentement. Au Québec, c'est une position différente. On dit qu'il faudrait avoir un permis au Québec ou une autorisation spéciale au Québec pour rendre des services à un résident québécois. Alors ça, c'est déjà différent. Là. Vous avez déjà là, les deux, les deux autorités réglementaires des deux plus grosses provinces du Canada qui disent une chose et son contraire. Donc, ce n'est pas génial pour la certitude sur le plan juridique. Et en Alberta, ben, on donne une autre réponse encore. On dit que il n'est pas nécessaire d'avoir un permis en Alberta pour rendre des services en télésanté à un résident albertain si c'est seulement pour 5 épisodes de soins ou en cas d'urgence. Donc, ça veut dire que si c'est pour plus de 5 épisodes de soins, ça prend un permis. Alors, déjà, là, ce n'est pas la même réponse que les deux autres provinces, que le Québec et l'Ontario. Alors, ça vous donne une idée de comment, en ce moment, la situation est assez confuse là, sur ces règles-là. Et c'est ce qui fait que en ce moment, avec d'autres collègues, j'estime que c'est un peu le Far West présentement là, sur les règles applicables à la télésanté. Ça ouvre la porte à toutes sortes de pratiques qui sont mal encadrées, à la fois sur le plan clinique, mais aussi sur le plan du financement, de la couverture des services là, par le système public. Je vais y revenir dans quelques instants. On termine sur comment mieux encadrer les soins virtuels. Alors, ce que ça nous prend finalement, c'est un cadre normatif plus précis, plus robuste sur la télésanté. Il faut, je pense, établir un niveau d'exigence minimale cohérent pour les secteurs publics et privés. Il n'est peut-être pas normal que tout soit très encadré de façon très minutieuse pour le secteur public et que finalement, ça soit le Far West pour le secteur privé. C'est un peu ça qui se dessine actuellement au Québec là, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, projet de loi 11 et projet de loi 15. Il faut clarifier le rôle des autorités réglementaires. Donc, là, je parle principalement des ordres professionnels, les regulators. Là, il faut qu'ils coopèrent pour établir un encadrement plus robuste qui pourrait se traduire par des permis multijuridictionnels. C'est tout un autre sujet, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais on a déjà au Canada donc l'accord de libre-échange canadien qui prévoit au chapitre 7 des obligations au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. Ça concerne la mobilité des professionnels, les médecins, les infirmières et pharmaciens et autres. Donc, on a beaucoup parlé de ça au cours des 20 dernières années. On a fait certains progrès sur la mobilité physique des professionnels qui veulent aller d'une province à l'autre. On n'en a pas beaucoup fait ou ce qui reste à faire, c'est peut-être la mobilité virtuelle, en fait. Comment, donc, on peut rendre des services à travers tout le Canada avec un encadrement réglementaire qui serait quand même cohérent et adéquat d'une province à l'autre. On a aussi dans les dernières exigences de Santé Canada, du ministère de la Santé, du ministre de la Santé du Canada sur les transferts aux provinces, les transferts financiers aux provinces, bien, on a des exigences sur l'idée que les provinces devraient améliorer la mobilité de la main-d'œuvre
en commençant, là, c'est l'expression qu'on a utilisée, par la reconnaissance plurigouvernementale des titres de compétences des professionnalités de la santé. On parle beaucoup ici de mobilité physique, mais ça concerne aussi probablement ça concerne aussi la mobilité virtuelle et ça concerne la télésanté. D'ailleurs, le ministre fédéral de la Santé a d'ailleurs dit que la question des soins virtuels était importante et que c'était couvert par la loi canadienne sur la santé. Donc, je pense qu'on ne peut pas déconnecter le volet mobilité physique de mobilité virtuelle quand il est question donc d'améliorer cette mobilité-là et de l'encadrer de façon cohérente. Vous avez peut-être vu la semaine dernière les ministres de la Santé des provinces, sauf le Québec, c'est une autre histoire, mais donc les ministres de la Santé de l'ensemble des provinces qui se sont entendus sur le principe d'avoir un système de permis qui permettrait donc une plus grande mobilité à travers le Canada. Donc, ça fait partie de ce qui a développé autant pour la mobilité physique que la mobilité virtuelle. Et je vais terminer, enfin, non, je ne termine pas, il me reste une autre diapo après, mais pour vous dire qu'il y a différents modèles qui peuvent être mis en place. L'Association médicale canadienne parle d'un permis d'exercice pan-canadien. Alors ça, pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà écrit là-dessus. Ça peut se trouver en ligne et il y a d'autres personnes qui ont écrit là-dessus aussi. Je doute qu'on ait un permis fédéral d'exercice de la médecine ou qu'il y ait un organisme fédéral de réglementation de la médecine. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment parler d'un permis d'exercice pan-canadien, mais on peut peut-être s'inspirer de ce qui se fait en Atlantique présentement pour les provinces atlantiques, donc d'avoir un permis multijuridictionnel, donc avoir une façon qu'il y ait une reconnaissance automatique du permis délivré dans une province par les autres provinces et qu'il y ait aussi un encadrement de comment les choses devraient se passer s'il y avait une plainte, par exemple, s'il doit y avoir de l'inspection professionnelle, des mesures de contrôle de la qualité. Alors, donc, on peut s'inspirer de ce qui se fait déjà au Canada et on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis chez les médecins avec ce qu'ils appellent le Interstate Medical Licensure Compact et la même chose chez les infirmières, donc qui visent à solutionner la question de la mobilité de façon générale, mais aussi pour la télésanté. Donc, ça facilite l'encadrement des professionnels là, qui ont une pratique inter-État ou interprovinciale. Cette fois-ci, je termine pour vrai. Bien sûr, l'encadrement, c'est une chose, mais il faut aussi s'assurer que les services de télésanté en première ligne, par exemple, soient disponibles dans le système public, là, que ce soit qu'on n'ait pas besoin d'aller sur les plateformes privées pour obtenir ces services-là quand on pense que c'est une bonne solution là, ou que c'est ce qui est le plus accessible pour nous. Évidemment, ça ne peut pas se faire au niveau des soins primaires. Il y a pour la médecine de famille, par exemple, pour les physiothérapeutes, ben, un examen physique est comme généralement incontournable à un certain moment. Mais il y a plusieurs professions pour lesquelles les services de télésanté peuvent être utilisés sans nécessairement qu'il y ait toujours une prise en charge en présentiel. C'est vrai chez les psychologues, chez les diététistes, chez des professions donc où l'examen physique n'est pas toujours déterminant là, au niveau clinique. Euh, et pour éviter que les plateformes privées n'accaparent toutes les ressources, peut-être pas toutes les ressources, mais certaines ressources du système public, ben, il y a des choses à faire aussi. Il va peut-être falloir redéfinir les services assurés pour inclure des services en télésanté de façon plus spécifique, y compris les services qui sont offerts par les non-médecins et qu'il y ait les mêmes restrictions sur l'interdiction de la pratique mixte public-privé qu'on a toujours eu pour les services en présentiel, ben, qu'on les ait aussi pour les services de télésanté. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais ça complète ma présentation. Merci beaucoup, Maître Laverdière. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions. Je ne sais pas si on veut ouvrir à ce moment donné ici. J'en vois pas dans le chat, mais peut-être qu'on pourrait laisser Dr. Johnson faire ses commentaires, puis ensuite ouvrir aux questions. Oui, ben, je commencerai avec un gros merci. C'était une présentation qui a vraiment suscité de la réflexion. Moi j'ai l'habitude de me concentrer sur ce qui se passe sur l'écran, la qualité des soins livrés, l'impact de ces soins.
et pas nécessairement ce qui se passe en arrière en termes la réglementation. J'ajouterais donc brièvement à ton aperçu judicieux le point de vue du prestataire de soins et chercheuse en soins de la santé. Premièrement, trouver la bonne approche pour les soins virtuels, les réglementer en se basant sur l'expérience remarquable des 3 dernières années n'est qu'un début. Nous devons nous tourner vers l'avenir car la pression ne va qu'augmenter sur les soins, sur l'accès aux soins virtuels. Une approche qui dit non, sauf s'il y a des règles, je crois, va trouver de plus en plus de services, que ce soit en privé, qui sont offerts parce que la technologie change. Un exemple, les eye trackers peuvent maintenant, en termes de consultation, livrer de l'information sur la fonction cerveau-cœur, la fonction autonomique, ainsi que le rythme, le taux cardiaque, beaucoup plus détaillé que moi dans une salle trop éclairée avec un patient. Une consultation virtuelle où les yeux du patient sont accessibles à l'écran pourrait me donner plus d'informations. Et donc, avec la technologie et l'intelligence artificielle qui continuent à pousser les frontières, là où on peut vraiment utiliser les soins virtuels ne va qu'augmenter. Donc, de donner de l'attention, penser aux règles, passer aux structures de gouvernance est essentiel. J'avoue que c'est pas à ça que je parle. C'est pas ça ma recherche, mais Marco, tu viens de me faire penser. Il y a une question. Oh, je ne suis pas sur caméra? On dirait que ton image est figée, Sharon. Alors, je vais essayer de l'arrêter et recommencer. Oui, voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, Okay. tu es Désolée. revenu. Moi, je me voyais parfaitement. Oui. Est-ce que tu veux que je pose la question qui a été mise dans le chat? Oui. Oui. Alors, est-il obligatoire d'afficher l'endroit d'exercice du professionnel ou la provenance du permis d'exercice lors d'une consultation hors territoire du dit permis, afin que les patients soient au courant des règles applicables? Alors, ben, vous voyez, quand on veut répondre à cette question-là, où doit-on aller? Hein? On devrait habituellement être capable d'aller dans les lois ou dans la réglementation de chacune des provinces, peut-être, pour trouver la réponse à cette question-là. Or, si vous y allez aujourd'hui, vous n'allez pas trouver cette réponse-là parce qu'il n'y en a pas d'encadrement spécifique là-dessus. Par contre, si vous allez sur les sites web des ordres professionnels, le CPSO en Ontario, le Collège des médecins au Québec et dans chacune des provinces, les organismes réglementaires, vous allez probablement trouver des guides d'exercice, des lignes directrices, des documents comme ceux-là qui sont dans le fond du soft law. Hein, c'est déjà bien que ça existe et qui vont généralement vous dire que oui, il faut s'identifier, il faut généralement dire que le patient soit capable de savoir qui on est, de connaître ses coordonnées. Dans certains cas, ça se peut qu'on exige de dire au patient que je détiens un permis dans telle province. Pas toujours, là, ça dépend de qui a rédigé les guidelines en question. Mais donc, autrement dit, aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, on est un peu dépourvu. Hein, peut-être que la plateforme elle-même fait cette obligation-là au plan contractuel avec les professionnels qui utilisent la plateforme. Ça, c'est aussi un autre volet de l'encadrement normatif. Mais on ne peut pas tellement se fier uniquement aux plateformes privées pour faire ce genre d'encadrement-là. On a besoin d'avoir donc un encadrement plus cohérent. On devrait être capable de répondre à cette question-là avec plus d'assurance, au moins pour chaque province, ou sinon, idéalement même qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble du Canada, tout le moins, puisque les services peuvent être rendus sur une base interprovinciale, il devrait y avoir une certaine cohérence sur ces questions-là. Donc, c'est une réponse que je fais qui n'en est pas tout à fait une. Ma réponse courte serait oui, il faut le faire, mais si on me demande quelle est la source de la réponse, bien, je suis obligé de vous dire que c'est
des guides, des lignes directrices, des choses comme ça. Et ça, ce n'est pas du droit formel, hein, c'est du soft law, encore une fois. C'est bien que ça existe, mais ce n'est pas nécessairement très robuste. Alors, Euh, Dr. Johnson, vous vouliez rajouter quelque oui, chose? oui, j'ajouterais à ça que oui, c'est du soft law, sauf que pour le praticien, c'est du hard law. Il faut documenter comme médecin où on est lorsqu'on livre les soins. Donc, suis-je en Ontario? Suis-je n'importe... Mais il faut le documenter dans le dossier du patient et il faut documenter où se trouve le patient. Il faut aussi documenter qu'on a dit au patient, qu'on a reçu la permission d'offrir des soins virtuels et qu'on a communiqué les risques potentiels de soins virtuels, incluant, je ne pourrais peut-être pas prendre en charge, offrir les soins de même qualité que ce que tu recevrais si on était en présentiel. Ceci étant dit, je ne devrais pas livrer des soins si ce n'est pas dans le meilleur intérêt dans le patient. Et il faut, quelque part dans le dossier, prouver que c'était dans le meilleur intérêt. Et souvent, il faut dire, j'ai communiqué avec le patient qui aurait un meilleur examen si le patient rentrait en personne. Le patient ne peut pas ou a choisi d'accepter ce risque. Donc, il y a un cadre de documentation qu'il faut faire. Premièrement, pour assurer qu'on a informé le patient et que le bien-être du patient est la première chose qui détermine soins virtuels ou non. Et deuxièmement, parce que le régime juridique qui couvre s'il y a un problème dépend un peu d'où je suis et où est le patient. Je compléterai en disant que je disais qu'il n'y a pas d'encadrement. Il y a les guides de pratique, il y a plein de documentation là-dessus. L'Association canadienne de protection médicale a rédigé des guides, les ordres provinciaux. Je fais vraiment la distinction entre ces guides-là et ce qu'on aurait qui serait vraiment du droit là, plus formel. En tout cas, généralement, c'est la distinction qu'on fait au Québec. Il se peut par contre que quand les services sont couverts par les régimes provinciaux d'assurance santé, la RAMQ au Québec, OIP en Ontario, qu'il y ait des exigences liées à la facturation qui s'appliquent aussi en complément de ce que les ordres professionnels vont exiger. Et il y a toute la dimension aussi de la responsabilité civile. Ça, c'est un peu plus insaisissable, pas insaisissable, mais c'est une autre question aussi. Comment on déterminerait le lieu où devrait avoir lieu éventuellement, par exemple, une poursuite en responsabilité civile si un médecin était poursuivi sur cette base-là pour des dommages qui auraient été causés au patient. Tout à l'heure, je mentionnais le cas du patient qui a perdu la vie, le patient de Toronto qui a perdu la vie. Bien, si la famille poursuivait, est-ce que la poursuite devrait avoir lieu en Ontario sous le droit ontarien ou au Québec sous le droit québécois? Donc, c'est des questions aussi qui ne concernent pas la réglementation professionnelle comme telle, qui concernent le droit civil ou le tort law, si vous voulez, là, mais ça aussi, c'est des questions qui vont devoir être en fait, il devrait y avoir des réponses éventuellement sur ces questions-là.